Bienvenue sur Destination Crypto, le podcast qui vous emmène sur les sentiers tortueux de la crypto-monnaie. Je m'appelle Thibaut Coussin, je suis auteur et coach crypto. Ma mission, c'est de vous aider à comprendre l'univers de Bitcoin afin que vous profitiez de ce marché en pleine croissance. Si ce sujet vous intéresse, je vous invite à vous abonner et à reprendre un peu de café pour attaquer cet épisode. Vous êtes prêts ? Allez, c'est parti. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où j'ai la chance aujourd'hui d'accueillir Hugo et Noé. Ce sont les fondateurs de White Loop Capital et on a plein de choses à évoquer avec eux aujourd'hui. Donc merci d'abord Hugo et Noé de votre temps, du temps que vous avez passé, des informations que vous avez distillées pendant cette demi-heure de podcast. Comme d'habitude, pour la première question, vous pouvez me dire votre parcours et comment vous est venue l'idée de fonder White Loop Capital. Noé, je te laisse commencer. Alors, de mon côté, je suis rentré dans le secteur des cryptoactifs en 2019 environ. Au début, comme tout le monde à peu près pour la spéculation, je me suis passionné par un projet qui s'appelait Océan Protocol, qui s'appelle toujours Océan Protocol. J'en suis devenu rapidement ambassadeur en France, bénévole. Par la suite, j'ai rejoint un groupe d'investisseurs avec Hugo ici présent, du coup, où on s'est rencontrés. On y est resté environ un an et demi. Puis ensuite, pour évoluer vers une vision qui nous correspondait plus, on a décidé autour de novembre 2021 de fonder White Loop Capital, qui correspondait plus à notre approche de l'investissement. Écoutez, moi de mon côté, alors de base, j'ai commencé la crypto peut-être un peu avant Noé. Et j'ai eu la chance d'avoir, pareil, comme pour beaucoup, hein, on vient pour la spéculation et on reste pour la tech et les amis qu'on se fait sur la route. J'ai eu la chance d'avoir autour de moi pas mal de devs, de gens qui étaient très tech, et bon, j'ai toujours été un peu geek aussi, et qui ont pu rapidement me dire non mais attends, tu réalises pas, c'est bien plus que ça, c'est bien plus que ça peut monter ou ça peut descendre, et c'est là que j'ai commencé à beaucoup m'y intéresser. Donc j'ai rencontré Noé, enfin pareil dans le même groupe. On a fait un peu, on a bossé un peu moins de 1 an en VC ensemble. Puis de là, on avait plus d'ambition, on voulait aller plus loin, on n'était plus vraiment en accord avec le reste de l'équipe. Donc on a fait notre structure, et sûrement une des meilleures décisions qu'on ait pu prendre, je pense. Et donc depuis, on a White Loop Capital depuis très bientôt 1 an maintenant. Et voilà tout. Ok, très intéressant. Du coup, vous êtes lancé à deux sur cette idée de White Loop Capital, mais qu'est-ce que White Loop Capital ? Précisément, Est-ce quand que... même, on est à 3 quand même. Donc, il y a Xavier, de son prénom, qui est lui est ingénieur de formation, qui est data scientist, mais qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. D'accord, ok, donc vous êtes trois, vous êtes lancés. Et qu'est-ce que White Loop Capital ? Quel est vraiment le fonctionnement global de White Loop Capital, ses enjeux, ses objectifs ? Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus là-dessus ? White Loop, c'est une vision assez différente de l'investissement. C'est-à-dire que contrairement à la plupart des VCs classiques au fonctionnement similaire, qui vont plutôt investir dans une dizaine, voire plus de projets par an, qui vont raise auprès de liquidity providers lors de leur lancement et investir dans plein de projets au cours de l'année sur la base d'une thèse d'investissement. Nous, on ne prend pas du tout cette approche. On décide d'investir dans environ 4 à 5 projets, voire 6 maximum par an, dans l'objectif de les accompagner du mieux possible. Puisque pour nous, à partir de 10-15 projets par an, on n'est pas dans la capacité humaine pour n'importe qui d'accompagner du mieux possible les projets en question. On n'a pas de liquidity provider externe à la société, c'est-à-dire qu'on investit avec les fonds de la boîte en fonds propres, ainsi qu'avec les associés de la société. Et donc, on essaie d'accompagner les projets sur le plus d'axes possible que je laisse Hugo décrire. J'aimerais rajouter un peu de contexte. En fait, quand on a commencé à faire du VC et qu'on a commencé à passer, on va dire, de l'autre côté des utilisateurs, donc c'est-à-dire de passer de juste investisseur, acheter quelques cryptos, à aller dans le côté entrepreneur aussi, et rencontrer, se passionner, avoir des superbes discussions et comprendre les problématiques que les porteurs de projets avaient, on s'est rendu compte qu'il y a une chose qu'il y avait dans l'écosystème blockchain, c'est de l'argent. Il y a beaucoup de liquidités. Les gens qui ont des bons projets n'ont aucun souci à lever, vraiment. Par contre, ce qu'on a très rapidement remarqué et qui revient systématiquement, c'est le fait que oui, il y a beaucoup de capital, mais il n'y a pas beaucoup de personnes pour mettre du temps, pour mettre de l'expertise, pour apporter du network. Et paradoxalement, c'est de ça dont les porteurs de projets ont besoin pour mener au mieux leur mission.
Et c'est sur cet aspect-là qu'on a décidé de se positionner aussi et qui fait notre différence avec le reste des VC qui existent aussi. Du coup, en fait, vous avez à la fois le rôle vous êtes un support financier, mais vous êtes aussi, du coup, une sorte d'incubateur. Vous allez faire jouer tout votre réseau, toutes vos compétences pour pousser les quelques projets sélectionnés au sein de Exactement. White Loop Capital, c'est ça? Exactement. Ouais. Exact. Des projets qui ont beaucoup de capitaux et qui se foirent, il y en a plein. Donc bon, peut-être qu'il faut aller sur… et puis même, on le voit avec les projets qu'on a, ils nous disent, ah, mais quand même, c'est bien avoir des capitaux, on en a besoin, c'est sûr, mais on a aussi besoin d'avoir des conseils quand on part dans la mauvaise direction, on a besoin de ci, on a besoin de ça. Ah, bah, des fois, on a besoin de ce contact, on ne l'a pas, peut-être que vous l'avez. Et ça fait toute la différence. Voilà, et c'est aussi dans cet objectif qu'au sein de White Loop, on est à peu près une cinquantaine aujourd'hui, et on pourrait quasiment comparer ça à une sorte de groupe de business angel, puisque l'objectif de nos associés très très hétérogènes, issus de plein de secteurs différents et d'expériences différentes, c'est déjà premièrement d'avoir une base utilisatrice très hétérogène qui permet de faire des retours très très pertinents et très différents les uns des autres, puis secondo, de pouvoir répondre à un maximum de problématiques, à un maximum d'enjeux, puisque chaque associé évolue dans un milieu différent, chaque associé a des visions différentes, des solutions différentes, un réseau différent. On peut affronter quasiment toutes les situations envisageables. Donc, super intéressant. En plus de votre équipe, vous avez donc un réseau d'associés sur lequel vous vous appuyez avec des compétences particulières, très attendues. Comment vous arrivez à mobiliser ce réseau et comment vous constituez ce réseau? Est-ce que vous avez sélectionné des associés parce qu'ils ont certaines compétences? Comment vous avez constitué ce réseau et comment vous l'exploitez, comment vous mobilisez ce réseau pour servir les différents projets? Alors, on a la chance d'avoir des personnes qui sont très impliquées. Du coup, bon, je réponds à la première question. Oui, on fait une sélection. On a, justement, c'est quelque chose qui se faisait jusqu'à la semaine dernière. Donc, on a fait une campagne sur environ 2 semaines. On proposait donc aux gens de… En fait, il y avait un formulaire assez, assez long, un peu compliqué, mais forcément, on en a besoin pour avoir le plus d'informations possible sur les motivations et compétences de chacun. Et de là, on a pu donc sélectionner quelques personnes. Selon, donc, comme Noël disait, hein, on essaie de prendre des profils les plus hétérogènes possibles, mais quand même qui ont des superbes expériences et on essaie de prendre des profils assez atypiques quand même. C'est de ça dont il a besoin. Et on a la chance d'avoir, on n'a pas vraiment besoin en soi de les solliciter, vraiment. C'est vraiment des gens qui sont très impliqués et c'est ça qui est super important aussi. Et c'est eux qui vont dire, ah, attendez, mais pour ce projet, on pourrait faire ça. Ah, mais attendez, je connais ci, on pourrait faire ça comme connexion. Ah, moi, j'ai déjà fait ça, je sais que ça ne marche pas très bien. En fait, c'est vraiment eux qui suivent un peu ce qu'on fait, enfin, ce que nos projets font et qui vont apporter leur touche. À l'inverse, des fois, on va avoir des projets qui nous disent, ah, bon, par exemple, nous, on aimerait bien faire ça. Comment on pourrait faire? Et c'est de là qu'on va avoir, par exemple, par exemple, sans citer non, je me souviens d'un projet qui voulait faire du sponsoring avec, par exemple, le Paris Saint-Germain. Et on avait la chance d'avoir, par exemple, un truc un peu sorti de nulle part, mais on avait la chance d'avoir un associé justement qui faisait du sponsoring avec les clubs de foot et qui avait le contact du coup. Enfin, ça peut être il y a plein de choses différentes. À l'inverse, on a par exemple un de nos associés qui est enseignant-chercheur à l'Université de Miami en finance et qui donne aussi des cours sur la blockchain. C'est un type passionnant, extrêmement compétent en finance et il va apporter des points très techniques sur les incentives, sur les tokenomics. Et ça aussi, c'est une valeur ajoutée qui est superbe aussi quand on voit à quel point une tokenomics mal designée peut malheureusement tirer le prix d'un jeton vers le bas. Il faut être honnête, même s'il y a des superbes fondamentaux, quelqu'un qui va regarder une charte et qui voit que le jeton part à la verticale mais vers le bas, mine de rien, le prix du jeton, ça reste un très bon marketing quand même. Donc, ouais, on arrive à avoir donc un réseau très, très diversifié qui contribue par lui-même, en fait. Ils sont auto-incentivisés, je dirais. Puis, il faut se dire aussi que, du coup, nos associés ont la possibilité de co-investir sur les projets. Donc, ça veut dire qu'ils ont une incentive économique personnelle à ce que le projet réussisse aussi, évidemment. J'imagine que forcément, c'est la meilleure raison d'impliquer financièrement aussi les gens pour obtenir des résultats. Mais du coup, ce réseau, toutes ces personnes qu'il y a derrière, ces associés et qui ont des compétences, ils sont mobilisés pas au quotidien, mais comment ça marche? Parce qu'il y en a qui effectivement amènent de l'argent, mais ils sont aussi sollicités pour leurs compétences. Et dans ces cas-là, comment leur emploi du temps est géré? Est-ce qu'ils dédient un certain nombre d'heures par semaine pour White Loop Capital? Comment ça fonctionne vraiment dans votre quotidien pour ça? Alors, du coup, comme Hugo disait, il y en a une très grande partie qui vont s'impliquer très fortement d'eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils vont être très très actifs au quotidien. Pour cela, on a aussi développé au sein de White Loop récemment, là, en début septembre, 2 pôles.
un pôle de communication et de rédaction et un pôle très axé business development. Et donc, les associés vont, c'est de leur propre volonté, s'investir dans un de ces deux pôles sur candidature aussi, et pouvoir participer de manière beaucoup plus structurée et plus organisée sur ces différents points. Donc, on va avoir des associés dans le pôle communication et rédaction qui vont parfois aider à la rédaction d'articles à propos d'un des projets ou pour les projets. Le pôle, par exemple, de business dev qui, comme Hugo le disait, vont chercher des idées constamment pour les projets, vont travailler sur des idées évoquées par les projets ou par nous-mêmes ou même pour White Loop en tant que tel. Et donc, en fait, voilà, c'est vraiment sur la base du volontariat. On ne demande pas un certain nombre d'heures prédéfinies parce que parmi les associés, il y a des associés qui sont des business angels eux-mêmes, qui ont beaucoup de travail à côté, qui ont des boîtes, ce genre de choses. Donc, il y a des associés qui peuvent évidemment être beaucoup moins impliqués que d'autres. Mais quand on les sollicite, ils sont toujours là, ils nous répondent toujours et ils sont toujours prêts à mettre à disposition leur réseau, leurs compétences. Et donc, en fait, c'est à peu près tout ce qu'on demande. On ne demande pas de dire bonjour tous les matins, d'être constamment présent sur les réseaux sociaux, de commenter chaque publication, ce genre de choses. On demande juste d'être présent quand il le faut, quand on le demande, et voilà. Ok, donc beaucoup de souplesse, de flexibilité, et ça fonctionne plutôt bien comme ça pour le moment. C'est super enrichissant en tout cas. On sent qu'il y a une passion derrière et que chaque profil vous apporte quelque chose. Donc je comprends que ce soit très excitant et très passionnant de votre côté à ce niveau-là. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur comment se passent les étapes de sélection pour décider quel projet va être retenu et quel projet ne va pas être retenu? J'ai bien entendu qu'il y avait que quelques projets qui pouvaient être gardés au sein de White Loop Capital parce que voilà, vous ne voulez pas faire enfin voilà, vous avez une capacité limitée, vous voulez en garder que quelques-uns. Comment vous sélectionnez ces projets? Comment vous communiquez entre vous pour dire ce projet, on va le garder et pas un autre? Alors, quand même, pour préciser, c'est pas vraiment des capacités. Enfin, faut comprendre que c'est capacités humaines et pas financières. Alors, les deux sont vraiment à dissocier. Parce que, bon, en soi, on pourrait faire comme la plupart des VC, ce qu'on appelle dans le milieu le spray and pray, prendre 10, 20 projets et revenir dans 3 ans. Alors, le projet, il a réussi, oui, non. Ah, allez hop, je vends tous mes jetons. Fini. Je n'ai pas parlé au fondateur depuis 6 mois. J'ai aucune idée de à quoi ressemble le produit. Et c'est surtout pour ça. Du coup, par rapport au process, donc du coup, bon, c'est quelque chose qui est assez large. On ne va pas rentrer trop dans les détails parce que je pense que ça va être un peu barbant, mais quand même, je peux citer les grandes lignes les plus importantes. On va s'intéresser à des problèmes, à des questions assez essentielles. Déjà, quels problèmes ils essayent de résoudre? Ça me paraît quand même assez basique. Est-ce qu'il y a un vrai problème pour ça? Il faut se dire qu'il y a quand même, on est sur un marché assez. La blockchain, c'est quand même assez niché. Donc, ça arrive qu'il y ait des use cases qui ne servent à rien, qui ne serviront jamais à rien. Et il faut faire attention parce que ces projets-là arrivent quand même à lever. Mais bon, nous, on appelle ça un peu les projets zombies, entre guillemets, parce qu'on sait que, enfin, quand même une très bonne probabilité qu'à terme, on voit qu'ils ne génèrent pas de traction, pas de public parce que le produit n'est pas super intéressant. À côté de ça, même quand il y a un produit qui est super intéressant, quelque chose qui est d'autant plus important, c'est l'équipe. C'est bien beau d'avoir une superbe idée, mais il faut pouvoir exécuter. Et ça aussi, ça peut être un gros problème. Autant côté tech, quand on voit à quel point le marché de l'emploi blockchain est un marché compétitif, c'est super compliqué d'attirer les talents et de les garder surtout. Et à côté de ça, même côté management, il faut des personnes qui ont l'expérience et qui savent scale en fait. Autant côté business dev que côté management pur. On peut avoir des superbes projets et on en a déjà vu par exemple. Par exemple, ça embauche un peu trop de monde en même temps parce qu'ils n'ont pas cette expérience-là. Et forcément, ils ne se rendent pas compte que quand une personne rentre dans la société, au début, elle n'est pas productive. Il faut le temps qu'elle rentre dans la culture d'entreprise, qu'elle comprenne quel objectif elle doit atteindre, quelle mission, par quel outil. Donc, forcément, il y a de ça. Derrière, on regarde aussi, donc, comme je disais, et ça, c'est sûrement le plus long, je pense, faire une étude de marché générale. Ça peut prendre pas mal de temps, comme je disais. S'il y a des solutions qui existent déjà, il faut comparer aussi, voir les avantages, donc les avantages que ce projet va avoir comparé aux autres, voir aussi d'un point de vue de la profitabilité, qu'est-ce qu'on peut en attendre du coup. Je reviens un peu sur la partie étude de marché, il va y avoir la taille de ce marché en question et surtout la croissance du marché en question, combien le projet cherche à lever, la valo forcément c'est quelque chose de super important aussi. Comment est-ce qu'ils comptent aussi déployer les fonds les projets ne le disent jamais, mais ils ont aussi des challenges et des difficultés. Donc, c'est important d'identifier précisément quelles difficultés ils ont
pour voir si on est en mesure de les aider. Si on doit prendre un projet et qu'on se rend compte que, ils ont besoin de ça et on n'a aucune idée de comment ça marche, et on n'a pas de contact, on ne va pas être les plus pertinents, autant se garder pour un projet où on va où on va pouvoir apporter bien plus. Ok, c'est très clair. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets que vous avez accompagnés ou qui sont déjà en cours d'accompagnement? Je te laisse prendre la partie Deep Square. D'accord. Alors, le premier projet qu'on a pris, c'est un peu mon coup de cœur. Alors, il s'agit d'un projet qui s'appelle donc Deep Square, qui est basé en Suisse. Ce qu'ils font, c'est du calcul de haute performance, mais décentralisé. Et ça, c'est magnifique. Parce que pour le moment, il n'y a que quelques sociétés dans le monde qui arrivent à le faire. Et vous les connaissez, c'est Google et c'est Amazon. Bon, il y a Microsoft Azure aussi, mais c'est principalement Amazon et Google qui ont le lead sur ce marché-là. C'est vraiment un petit oligopole. Et surtout, c'est extrêmement opaque. Les marges sont énormes aussi. Il y a plein de problèmes de confidentialité aussi. Et Deep Square arrive à… Donc, donc déjà, c'est la seule plateforme de ce genre en Europe. Et donc, ils utilisent la blockchain donc, pour rendre ça le plus transparent possible et surtout le plus efficace possible. À côté de ça, donc, ils ont un jeton qui agit un peu comme qui est ce qu'on appelle un STO, en fait. C'est l'équivalent d'une equity, vraiment. Donc, ils se concentrent surtout principalement pour les entreprises. Ça va être, par exemple, on va dire, vous êtes un constructeur de voitures et vous avez besoin de beaucoup de ressources pour pouvoir pouvoir développer une intelligence artificielle pour disons, conduire une voiture automatiquement. Ça demande des ressources, c'est colossal. Je disais, il n'y a que quelques entreprises au monde qui peuvent fournir autant de puissance de calcul et qui plus est, qui peuvent le faire, qui vont le faire selon leurs conditions. On ne sait pas vraiment ce qui se passe de la data et tout, donc il y a un gros problème sur ça, d'une part. Surtout quand on voit qu'il y a aussi des gouvernements qui utilisent petit à petit ce genre d'outils. Ça pose un gros problème de souveraineté, je pense, aussi. Et derrière, il faut se dire aussi qu'en termes de consommation énergétique, c'est un gouffre, vraiment. C'est un secteur qui pollue. Alors, pour le coup, on a écrit un article dessus. Donc, si jamais tu veux le mettre dans le lien, dans la description ou quoi. Je le mettrai, t'inquiète pas. C'est un sacré gouffre écologique. Et Deep Square, donc pour le moment, en tout cas, et c'est la vision qu'ils veulent garder, ils ont 2 clusters, un qui est uniquement d'énergie renouvelable. Et en plus de ça, donc ça produit aussi beaucoup de chaleur. Et cette chaleur est utilisée pour réchauffer une ville entière en Suisse actuellement. Et je trouve ça incroyable aussi. Et donc le second qu'ils ont fait, c'est une ville en Suisse carrément qui leur fournit les locaux et l'électricité. L'électricité vient d'un barrage. Pareil, donc, et ils arrivent à faire ça et c'est un projet qui est passionnant, dans lequel j'ai pu pas mal m'impliquer et que je trouve passionnant. Ok, je comprends que ce soit passionnant. C'est sur le papier, c'est vrai que ça donne envie. Et on mettra les liens dans la description de la vidéo, il n'y a aucun souci. Et toi, du coup, Noé, tu as un autre exemple à me donner? Oui, le second projet dans lequel on a investi, c'est Undify. Alors, Undify part du principe simple qui est que c'est aujourd'hui beaucoup trop compliqué pour l'utilisateur lambda qui veut se mettre dans le monde de la crypto de tout comprendre. C'est-à-dire que le chemin aujourd'hui classique d'un utilisateur qui veut aller acheter un altcoin qui n'est pas listé sur Binance ou FTX ou les gros exchanges, ou même qui veut aller faire de la DeFi, par exemple, ben, ça va être de déposer de l'argent sur Binance, d'acheter de l'Ether, d'ouvrir un MetaMask, comprendre tout ce système de seed phrase, private key, etc., etc. Ensuite, peut-être bridge, ensuite peut-être swap. Enfin, c'est très, très lourd, très compliqué et c'est quasiment en réalité impossible de démocratiser avec un système de genre. Donc, Undify part de ce constat-là pour rendre toute la DeFi la plus simple possible et la plus UX-friendly, on va dire. C'est-à-dire que Undify va tout simplifier, tout agréger pour quasiment faire abstraction de tous ces détails-là. À terme, que l'utilisateur ne comprenne même pas, qui passe d'une chaîne à une autre, qui ne comprenne même pas, qui swap, qui fait toutes ces opérations-là en background, comme si on utilisait Internet aujourd'hui. Internet aujourd'hui, quand on se connecte sur Facebook, on ne sait pas que Facebook utilise peut-être Cloudflare pour mitiger les attaques des DOS, que peut-être que leur Content Delivery Network vient d'OVH, peut-être que, on ne sait pas ce qu'ils utilisent, on ne sait pas ce qu'ils utilisent pour les analytics et compagnie. Ça fera sûrement le bridge avec une future question, mais pour moi, à mon sens, c'est pas possible aujourd'hui avec toutes ces chaînes et avec toutes ces opérations de démocratiser le web, et on pourra seulement le démocratiser quand on pourra faire uniquement abstraction de tout, qu'on pourra naviguer sur toutes ces chaînes, sur tous ces ponts et compagnie, sans s'en rendre compte.
et de la manière la plus fluide possible, quoi. D'ailleurs, justement, j'y pense, il y a une sacrée entreprise qui a fait une belle démonstration de force en ce sens. Il y a quelques jours, c'est Reddit, tout simplement. Je ne sais pas si vous avez un peu regardé ce qu'ils ont fait avec Polygon. Bon. Polygon, ça reste les meilleurs business développeurs du monde crypto pour moi, mais quand même, ça reste accessible. Et ils ont montré que, si vous regardez les NFT sur Reddit, je crois que le mot blockchain est mentionné une seule fois. Et ils ont tout intégré. C'est plus simple. Je trouve que c'est presque plus simple d'acheter un NFT, un collectible comme ils l'appellent, vu qu'ils ne mettent pas non plus le nom NFT, dedans que faire un post ou créer un profil. C'est merveilleux. Et ça me conforte encore dans cette direction de on doit travailler à avoir les meilleurs UX possibles. Et c'est pour ça qu'on est aussi très content de bosser avec Undefi sur ça. Et oui, les projets qui réussissent le mieux d'ailleurs en sens, en tout cas qui visent le retail et les utilisateurs lambda, c'est les projets qui font abstraction de cette technologie-là. On regarde Sorare par exemple, tout ce qui est collectible NFT, enfin on n'en parle quasiment jamais quoi. Pour utiliser Sorare, on n'a pas besoin de savoir ce que c'est qu'un MetaMask. Donc voilà, c'est en ce sens-là qu'on pense qu'il faut aussi avancer. Je suis totalement d'accord avec vous, ça c'est clair et net. Et moi récemment, j'ai utilisé une solution qui m'a pas mal surpris aussi, c'est Frameit sur l'écosystème, c'est Elrond je crois, où en 30 secondes, j'ai créé mon NFT et je l'ai mis en vente, mais en 3 clics, et avec en plus de l'appli mobile Maillard. Et enfin, en termes d'expérience utilisateur, là pareil, en 30 secondes, tu crées ton NFT, tu mets le prix et baf, ça part. C'est ça qu'on cherche en fait. Donc toi, tu as donné un exemple avec Reddit, Sorare. C'est les solutions qui vont arriver et qui vont vraiment amener l'adoption, ça c'est clair et net. Et vous êtes du coup une pierre importante à ça parce que vous allez être la rampe de lancement de nouveaux projets qui vont viser ça, je pense. Merci pour ces retours d'expérience très intéressants. Comment décririez-vous le web de demain? Donc on a déjà un peu abordé le sujet, celui que vous allez accompagner. Il y a beaucoup de débats autour de ce sujet-là parce que, en fait, on touche à beaucoup de points en même temps. Premièrement, on touche au point de l'interopérabilité. Comment ça va fonctionner demain entre les différentes chaînes, entre les différents roll-ups, entre les L2, les L3, les 0, etc., etc., etc. Comment ça va fonctionner? Est-ce qu'on va tendre vers, comme je disais, faire abstraction de toutes ces complexités-là, ou est-ce qu'on va tendre vers une chaîne va va tout contrôler? Voilà, déjà, il y a cette question-là. La seconde question, c'est tout ce qui va être régulation. Est-ce qu'on va tendre vers aujourd'hui une DeFi qui va se séparer entre plus une CeFi DeFi et une réelle DeFi parce qu'aujourd'hui, c'est un peu paradoxal, mais quasiment tous les DEX et tous les protocoles DeFi sont soit hébergés chez une solution centralisée qui est du coup sujette à la réglementation, à la régulation et aux sanctions. On l'a vu très récemment avec Tornado Cash et les sanctions de l'OFAC. On a vu, c'était d'ailleurs un bon test en réalité, parce qu'on a vu que beaucoup des protocoles n'étaient pas si décentralisés que ça, ou d'ailleurs, dans le cas de Tornado Cash, mettait beaucoup trop de moyens comparé à ce qui était demandé. C'est-à-dire que la plupart des protocoles blacklistaient toutes les adresses qui avaient interagi avec Tornado, alors qu'une sanction n'est pas rétroactive, par exemple. Donc, c'est aussi un autre sujet qu'on va voir. D'ailleurs, même récemment, encore une fois, Sam Bankman-Fried de FTX réévoquer ce sujet-là et lui pencher en faveur, quasiment faisait du lobbying en faveur de la régulation et de la réglementation. Donc voilà, ça va être un grand sujet. Moi, ce que je vois de ce côté-là, alors concernant la DeFi et la CeFi, je ne sais pas trop où on en sera dans 5 ans. Je pense qu'il va y avoir une bonne segmentation. Par exemple, des protocoles comme Curve ont clairement dit aux autorités, comme la SEC, d'aller se faire voir directement. Curve ont dit qu'ils n'allaient jamais blacklist les adresses sanctionnées. Et donc, pour moi, il va y avoir une grosse séparation entre ces protocoles-là. Et puis, secondo, je pense qu'à terme, alors là, peut-être qu'on parle pas de 5 ans, mais peut-être qu'on parle de 6, 7, voilà. Mais vraiment au long terme, je pense que, comme je l'ai dit plusieurs fois sur ce podcast, mais on fera abstraction de toutes ces chaînes, on fera abstraction de toutes ces technicités et on naviguera sur le Web 3 comme on navigue sur le Web 2, parce que de toute façon, on n'a pas le choix en réalité si on veut avancer. Comme Noé, j'ai une vision un peu lunar punk, comme on dit, donc c'est-à-dire un peu pessimiste sur certains aspects. On voit que avec ce qui s'est passé avec l'OFAC, c'est quand même quelque chose. Je vais aussi faire un peu l'avocat du diable. Si on n'a pas de réglementation, si on n'arrive pas à avoir une régulation un minimum solide et claire,
on n'arrivera pas à avoir plus de personnes. On ne s'en rend pas compte parce que nous, on est dedans. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur d'investir parce qu'elles savent que c'est le grand n'importe quoi au niveau des lois, au niveau des réglementations. Si je devais mettre une notion sur le web de demain, ça serait vraiment propriété. Réussir à mettre la notion de propriété sur Internet, c'est vraiment ce que j'attends le plus de l'Internet de demain, si on reste sur un côté optimiste. J'espère aussi qu'on arrivera à avoir, comme on disait avant, là pour le moment, on va être honnête, faire de la DeFi ou quoi, c'est encore un truc de nerd, un petit truc de geek. Il faut un minimum de base technique en tout cas. C'est un gros problème. Il faut travailler en ce sens-là et c'est pour ça qu'on travaille avec des projets qui ont aussi cette vision-là. J'espère qu'on arrivera à avoir quelque chose de beaucoup plus… Il n'y a pas longtemps, j'ai dû expliquer à ma copine comment MetaMask marchait, comment la DeFi marchait. Je peux vous dire que heureusement qu'elle est patiente, c'est pas évident. J'aurais aimé avoir un outil beaucoup plus simple à lui montrer. Ah ouais, je comprends. Moi, j'essaye même pas. Parce que c'est encore trop compliqué. Sans rigoler, c'est vrai on n'est pas aussi, la couche applicative n'est pas encore assez simplifiée. Mais on va y arriver, On a déjà des exemples qui commencent à se démarquer. Comment est-ce qu'on peut vous aider, à part vous suivre sur les réseaux sociaux? Est-ce que la communauté ou les auditeurs de ce podcast peuvent vous aider d'une façon ou d'une autre? Alors, on a fait, donc, comme disait Noé, depuis quelques semaines, on a un pôle de recherche où donc on publie des articles. Alors, bon, on essaie de faire du contenu forcément un peu niché. On va pas vraiment on va pas essayer de faire de la vulgarisation ou quoi. On va aller sur des sujets un peu plus nichés, un peu plus techniques. Par exemple, on essaie de publier on essaie de publier une fois par mois un rapport de macroéconomie qui fait par exemple 70 pages. C'est pas le truc qu'on va se lire le matin en se réveillant, mais c'est quand même quelque chose qui est super important, surtout pour les gens qui sont très impliqués dans le secteur. C'est très important d'avoir des retours sur ce genre de points-là. D'une part, je dirais, ce genre d'article, on essaye de faire avancer et de faire du contenu pour un autre public, un public assez avancé qui est parfois un peu mis de côté. D'une part. Et je dirais le plus important, c'est si vous pensez que les projets sur lesquels on va vous intéressent, ça peut être très intéressant d'aller… il y en a certains qui ont des produits qui sont déjà live, aller les essayer, rejoindre les communes. Il peut y avoir cette exposition-là aussi, tout simplement. Comme dit Hugo, le plus simple, hormis aller sur nos réseaux sociaux, c'est évidemment tester les produits, mettre les mains dans la pâte, comme on dit, aller un peu se mettre dans le cambouis pour tout simplement même voir en fait les narratifs qui sont un petit peu… parce que évidemment, si on investit sur quelque chose, sans évidemment que ce soit du conseil financier, mais c'est que ça nous paraît pertinent et peut-être voir sur quoi se positionne un institutionnel ou sur quelle narrative peut-être le fonds en question va se positionner, ça peut être intéressant, ça peut être… voilà, parce que en fait, les projets qui intéressent les retails ne sont pas toujours ceux qui intéressent les institutionnels parce que les retails vont surtout être là pour l'utilité que ça leur apporte ou la spéculation qu'ils peuvent en tirer. Des projets comme Deep Square, par exemple, ou comme le troisième dans lequel on a investi récemment, qui s'appelle Fluent, sont vraiment des projets quasiment d'infrastructure et donc ça ne va pas vraiment intéresser le retail à l'origine. C'est pas pour autant que c'est pas un projet intéressant en lui-même. C'est pas pour autant que c'est pas un projet qui va être utile pour l'écosystème demain et donc c'est toujours intéressant de se renseigner sur ce genre de secteur. D'accord, très bien. Je pense que le message est passé. Donc, vous suivre sur les réseaux sociaux, mettre un peu les mains dans le cambouis, aller creuser un peu les différents projets que vous accompagnez et aussi, évidemment, aller voir ce que White Loop Capital propose. Si jamais il y a d'autres associés qui sont parmi cette audience et qui, plus tard, pourront peut-être rejoindre vos équipes, qu'ils n'hésitent pas à regarder, aller sur vos sites. Tous les liens sont bien évidemment dans la description, y compris les 2 projets mentionnés lors de cet épisode. Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Il nous reste 2 minutes. Ou est-ce que tout est bon de votre côté? Écoutez, moi, tout est bon de mon côté. 2 minutes, je vois que tu avais mis une dernière question sur Sur un conseil éventuel à donner à quelqu'un qui se lancerait sur un projet blockchain. Alors, moi, je dirais, donc, comme Noël disait, mettre les mains dedans. C'est vraiment flagrant de voir le nombre de personnes qui… alors, c'est quelque chose qui est propre à beaucoup de founders, ce n'est pas spécifique à le blockchain, mais qui se disent « Ah, ce que je crée, c'est unique, c'est révolutionnaire et personne n'a déjà fait ça. » Parfois, ce n'est pas vrai, il faut regarder ce que les autres font. Ça arrive des fois qu'on demande et donc on a un projet, ils me disent ah ok, nous on a vu qu'il y avait eux qui faisaient ça, on a vu qu'ils avaient fait ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et ils sont perdus, ils connaissent pas du tout. Quand même regrettable. De manière générale, ouais, c'est important de essayer de… En fait, pour le moment, je pense qu'on va de plus en plus évoluer vers un système de valuation qui ressemble à la finance traditionnelle, donc avec des price to sell ratio, ce genre de choses. Des projets ne prennent même pas en compte et certains ne savent même pas ce que c'est quand même. Je pense que ouais, c'est ça le plus important.
Et avoir aussi ce côté, essayer d'avoir un produit qui est accessible. Je n'ai pas envie de passer 10 minutes à faire 100 opérations sur MetaMask qui va coûter $5 de gaz à chaque fois en prime parce qu'ils vont aller sur Ether, parce que blablabla. Enfin, bon, je dirais ça. Noé, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Non, c'est vrai. Et puis, vraiment pour rajouter une couche là-dessus, tout ce qui est accessibilité, c'est le plus important à mon sens. Je l'ai répété, je ne sais pas combien de fois durant l'épisode, mais c'est vrai que c'est ce qui va permettre de démocratiser ce milieu-là. Donc, il faut prendre ça en compte. Super, bah, je pense que effectivement le message est bien passé. Eh bien, merci Hugo, merci Noé de nous avoir partagé toutes ces informations, d'avoir présenté White Loop Capital. Je vous souhaite le meilleur pour la suite, bonne continuation. J'espère que vous allez pouvoir accompagner plein de projets qui vont apporter beaucoup de valeur à ce marché. Merci du temps accordé à ce podcast et puis je vous dis à très bientôt peut-être pour un prochain épisode. Salut Hugo, salut Noé et salut à toute l'audience. Merci à toi. À très bientôt.